Bon, bonjour à tous, merci pour l'invitation et pour me donner l'occasion de parler de dépression périnatale et en particulier des dépressions du postpartum. Je voulais commencer par la question des enjeux et reprendre ce que disait Nolwenn Leroy à l'instant. Vous l'avez entendu. C'est pas Leroy. Excuse-moi. Donc vous connaissez mes goûts musicaux maintenant. J'ai jamais entendu de ma vie Nolwenn Leroy, je ne sais même pas ce qu'elle chante. C'est comme ça. Donc, Nolwenn Regnault, excuse-moi encore. J'allais dire que j'allais l'appeler Nolwenn parce qu'on se connaît, et je me suis dit c'est trop familier, donc je voulais donner son nom de famille. Voilà, résultat. Donc, comme disait Nolwenn, les dépressions du postpartum, c'est un enjeu de santé publique parce que c'est fréquent. C'est traditionnellement, au-delà de la France, 10 à 15% des femmes, on dit parfois même 20%. Tu as dit tout à l'heure, c'est 125 000 femmes par an. Et c'est pareil pour les pères, enfin pareil pour les pères. Pour les pères, c'est très important aussi, je vais les reprendre tout à l'heure, c'est 8 à 10% des hommes, ça nous a fait au moins 50 000 hommes par an. Donc c'est un problème de santé publique par sa fréquence, mais surtout, avec le schéma que je vous montre là, c'est aussi parce que c'est encore très très mal dépisté. On dit que c'est la moitié, voire là, dans d'autres chiffres plus récents, seulement 30% des femmes pour qui on fait un diagnostic de dépression du postpartum. Et quand on s'intéresse à la prise en charge, c'est encore plus faible. Il y en a seulement 15% qui accèdent à un traitement quel qu'il soit, pas un traitement médicamenteux, toute forme de traitement. Donc c'est un enjeu de santé publique par sa fréquence et sa difficulté de prise en charge. C'est aussi un enjeu de santé publique parce que c'est délétère pour tout le monde, pour la mère, pour le couple, pour l'enfant. Et pour l'enfant en différentes périodes de la vie, comme l'a déjà dit Nolwenn, que je vais reprendre tout à l'heure en essayant de mieux l'illustrer. Mais, et vous voyez avec le petit encart, c'est vrai que c'est un enjeu de santé publique, la dépression du postpartum, mais tout autant la dépression anténatale, qui est encore moins identifiée, encore moins connue, et qui fait le lit des dépressions du postpartum. Ça paraît être une lapalissade, mais c'est important de le formuler. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre les limites actuelles? Pourquoi est-ce qu'il y a un tel décalage entre la fréquence et le dépistage? Le premier sujet, c'est quand même comment les personnes vivent ce bouleversement dans leur histoire personnelle. Et jusqu'à il y a peu de temps, et je crois que c'est encore vrai selon les territoires, les femmes, voire les hommes, avaient beaucoup de mal à parler de leur bouleversement émotionnel, de leur tristesse, alors qu'ils venaient d'avoir un bébé. C'est inadmissible socialement que de dire « je ne me sens pas bien, je suis triste », voire « j'ai envie de m'échapper, j'ai envie de m'enfuir », alors que j'ai tout pour être heureux, heureuse avec ce bébé que j'attendais depuis si longtemps. Donc ça, c'est le fait que les femmes elles-mêmes se censurent, et que si elles osent en parler, souvent dans l'entourage, c'est banalisé. Je suis très fatigué, je suis épuisé, j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. C'est mis sur le même compte que, après tout, comme tout un chacun. Et donc, la censure, elle existe aussi de l'entourage. Et puis, quand on interroge les femmes qui ont fait des dépressions du postpartum, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas demandé d'aide? C'est la crainte de la forme de réponse par les professionnels. Que la réponse soit immédiatement médicamenteuse, que ce soit une réponse première et unique, alors qu'elles, ce qu'elles recherchent, c'est être entendues et plutôt des thérapies par la parole. Et puis l'autre décalage, c'est aussi le fait que les professionnels, jusqu'à il y a peu de temps, étaient encore trop peu formés et qu'on n'avait pas de stratégie de dépistage. Donc c'est tout le sujet de notre session d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut progresser tous ensemble dans cette démarche-là. Et je veux insister sur le fait que pour rechercher, il faut savoir quoi en faire. C'est évidemment très effrayant pour les professionnels, en particulier les professionnels de première ligne, d'aller chercher de la symptomatologie dépressive, voire des idées suicidaires, si on ne sait pas comment ensuite s'adresser aux personnes et comment les orienter au mieux. Et pourtant, il existe des recommandations. Alors, j'ai plutôt des recommandations internationales et anglo-saxonnes, mais on voit que les sociétés savantes d'obstétrique, de pédiatrie recommandent un dépistage systématique des symptômes dépressifs avec le PDS qu'on a évoqué tout à l'heure, que ce soit en période périnatale, en prénatale ou en postnatale. Et puis, il y a quelques études qui montrent aussi que ce dépistage, couplé à une orientation vers des soins spécialisés, est très bien accepté par les familles, contrairement à ce qu'on peut avoir comme idée préconçue sur le fait que ça effraierait les usagers qu'on se penche sur leur santé mentale. Alors, je voulais revenir de manière un peu plus détaillée sur les enjeux. Les enjeux, ils sont, comme je vous l'ai dit, à court, à moyen et à long terme. Et je reprends ce modèle-là. Alors, je n'ai pas mis la vidéo. On la trouve très facilement sur YouTube. Ceux qui ne la connaissent pas, je vous encourage à le regarder. Vous tapez still face ou visage impassible sur YouTube, vous allez le trouver. Et c'est la tentative de modéliser à quoi est confronté un bébé face à un parent déprimé. Là, c'est une mère qui va très bien. On lui demande d'interagir avec son bébé. Il peut avoir 2-3 mois. Là, il a presque 1 an, celui-ci.
Et puis au bout d'un moment, on lui demande de rester totalement impassible et on regarde ce qui se passe. Et on voit que ça désorganise complètement l'enfant. Dans un premier temps, il essaie d'animer son parent, de le faire réagir. Puis au moment où on le voit pleurer, complètement s'est décontenancé. Et si l'absence d'interaction se maintient, si la mère reste aussi impassible, il finit par essayer de se détourner de sa mère comme si c'était insupportable. C'est un modèle très important parce que c'est le modèle de la dysynchronie relationnelle précoce comme facteur de désengagement de l'enfant et de perte de confiance de l'enfant. Et c'est ce qui fait aussi le lit plus tard des troubles potentiels, enfin pas des troubles, la désorganisation de l'attachement et de troubles ultérieurs. Donc à court terme, c'est la question dysynchronique relationnelle. Et puis ensuite, quand on est déprimé, c'est difficile d'organiser simplement l'environnement. Il y a deux niveaux d'intervention, deux niveaux de réflexion, ce qu'on peut appeler les macro-rythmes. Comment, quand je suis en difficulté psychique, j'arrive à organiser le quotidien pour mon enfant, ou à quel point ça risque d'être anarchique. Et les micro-rythmes, c'est ce que j'évoquais là, la question de synchronie relationnelle. À moyen terme, il y a des études qui montrent que les parents, les mères, les pères sont plus désengagés, mettent plus de temps à réagir aux sollicitations de leur bébé, sont moins ludiques dans leurs propositions, sont moins disponibles. Et on observe des enfants qui sont plus insécures quand on évalue avec le style d'attachement, voire qu'ils sont plus désorganisés. La désorganisation de l'attachement à 1 an, c'est un facteur de risque majeur de psychopathologie ultérieure. Mais comme c'est le trouble de santé mentale le plus étudié en période périnatale, on a des données dans l'enfance et dans l'adolescence. Et on voit que, par exemple, il y a deux études qui se rejoignent, de Paul B. et de Netzi, 2008-2018, qui montrent que des enfants, indépendamment des autres facteurs, qui ont vécu avec une mère qui a fait une dépression du postpartum, ont plus de troubles de santé mentale à 11 ans. Et de manière beaucoup plus importante que la population générale, 4 fois plus de troubles que la population générale. Et on décrit les troubles externalisés, les troubles anxieux et la dépression, voire des difficultés scolaires. Donc c'est vraiment un enjeu de santé publique pour la mère comme pour le bébé, et puis évidemment pour le couple. Je voulais généraliser ça et reprendre ce qu'a dit Nolwenn aussi à l'instant sur le fait que aujourd'hui, les femmes qui se disent en souffrance psychique n'accèdent pas aux professionnels de santé mentale. Ça, c'est un indicateur très important parce que ça vient aussi contredire un préjugé. On pense souvent que si les femmes ne sont pas bien prises en charge sur le plan de santé mentale, c'est parce qu'elles se sont retenues d'en parler, comme je disais au début. Mais en fait, quand elles reconnaissent elles-mêmes, quand elles identifient elles-mêmes leurs troubles, elles ne trouvent pas les interlocuteurs appropriés. Et puis, le suicide, première cause de mortalité maternelle, dans la deuxième étude, c'est passé même devant les maladies cardiovasculaires. Je voulais dire quelques mots sur la période périnatale dans le temps qui me reste. Je garde bien mon chronomètre. Moi, je travaille en psychiatrie périnatale. Je suis responsable d'un service dédié à ce thème-là. Donc, je vois ces questions tous les jours. Et ce qui me marque, évidemment, c'est comment, évidemment, la grossesse est une période de remaniement psychique. Et la naissance de l'enfant, l'arrivée de l'enfant vient nous bouleverser. Et on a coutume de dire que c'est une sorte de crise maturative. C'est un moment où on revisite un peu toutes ces relations. Évidemment, la relation au bébé qui arrive, mais aussi la relation de couple, la relation à nos propres parents. Vous savez, c'est les fameux termes de transparence psychique, l'accès, la proximité avec son inconscient, avec tout ce qui nous a structuré et construit. Cette crise maturative, découvrir qu'un bébé est si dépendant et que sa vie et sa mort dépendent de notre vigilance et de notre attention, c'est la découverte d'une responsabilité phénoménale qu'on n'a probablement jamais connue avant. Être responsable du quotidien de l'enfant et de sa protection en permanence. La plupart du temps, ça, c'est structurant. C'est fabuleux de devenir parent, de découvrir ce lien très particulier, ce lien filial, ce lien de responsabilité. Ce que je rencontre, moi, dans mon bureau, qui font des dépressions du postpartum, cette découverte de la responsabilité et de la vulnérabilité du bébé, c'est ce qui vient les menacer. Je me sens débordé par le fait que cet enfant, si je ne suis pas vigilant, il risque de dépérir. Et c'est pour ça que c'est souvent exprimé par les mères, c'est parce qu'aujourd'hui encore, c'est souvent les mères qui sont les premières responsables de l'enfant. Quel que soit le souci d'égalité dans les couples, le père, il sait toujours qu'il peut se reposer sur la mère. Il prend soin de l'enfant de manière égale, mais à un moment, il dit si je suis fatigué, je sais que je vais pouvoir me reposer sur elle. C'est encore pas complètement vrai, je crois, de la part des mères à l'égard des pères. Donc, vraiment, comme trame psychopathologique, la question de la responsabilité à l'égard de quelqu'un de vulnérable qui vient raviver notre propre sentiment de dépendance, qui, la plupart du temps, est structurant, mais qui, parfois, peut nous faire peur de savoir que quelqu'un a tellement besoin de nous et se questionner sur est-ce que moi, je peux m'appuyer sur d'autres pour me sentir suffisamment en sécurité pour protéger autrui.
Et puis évidemment, c'est pensé dans une logique d'écosystème, le bébé, la mère, le couple, la famille élargie, et on doit prendre soin de tous. Les enjeux de la période périnatale, c'est une période qu'on considère de vulnérabilité, parce que c'est une période où on sait que, justement, tous ces remaniements que j'ai évoqués, mais aussi c'est une période de décompensation psychiatrique. Avoir un trouble psychiatrique chronique et être enceinte, c'est un facteur de fragilité. Mais c'est aussi une période de grande opportunité parce que c'est la période où on va rencontrer le plus de professionnels de santé, divers, et donc c'est là aussi le moment où on peut faire passer le plus de messages de santé et mettre en place des politiques de prévention. Je vais alerter sur 3 points, 3 risques qui sont en période périnatale, 3 risques de discontinuité qui sont en discontinuité temporelle, de lieu et de langage. Temporelle parce que l'anté et le postnatal, et que les familles insistent bien sur le fait que c'est compliqué pour elles de se sentir prises en charge en anténatal par une équipe et puis le relais par d'autres équipes, d'où l'importance des sages-femmes et des médecins généralistes dans ce parcours-là. Le risque de discontinuité dans le lieu. Vous savez que la ville et l'hôpital, on fait tous des efforts pour essayer de lutter contre cette discontinuité-là, mais c'est ce que vivent nos usagers qui se plaignent beaucoup, que l'information se perd, qu'ils ont l'impression de recommencer sans arrêt à réexpliquer à chacun leurs difficultés et trouvent le manque de coordination. Et enfin, la discontinuité de langage, c'est que la période périnatale concerne de multiples professionnels, on n'a pas la même formation tous, et on ne parle pas toujours de la même façon de ce qui nous préoccupe concernant nos familles. C'est là que moi j'utilise beaucoup la théorie de l'attachement, qui me paraît être un outil qui permet de faire des ponts entre les professionnels de différents horizons. Je surveille le temps, donc je vais insister très rapidement sur qu'est-ce que sont les dépressions du postpartum. J'ai dit que c'était mal dépisté parce que les femmes n'osaient pas en parler, mais c'est aussi parce que c'est une symptomatologie qui peut être atypique, en creux. C'est rare qu'elles viennent en disant « je suis triste, j'ai envie de mourir ». Souvent, ce qui est au premier plan, c'est l'irritabilité, l'asthénie, mais l'asthénie, elle est souvent relativisée. C'est l'irritabilité et surtout, tout ce qui est centré à l'égard du bébé. Le sentiment de culpabilité, le sentiment d'incompétence, le sentiment d'être un mauvais parent, une mauvaise mère, et de ne pas être à la hauteur. Et souvent, l'entourage dit « mais tu t'en occupes très bien ». Mais ce que disent les femmes, c'est « oui, d'accord, vous dites que je m'en occupe très bien, mais moi, je me sens complètement désaffectivée, j'ai l'impression d'être comme un robot et de ne prendre aucun plaisir dans la relation à mon enfant ». En tant que médecin généraliste, je voulais vous alerter sur le fait que ce qui doit être un point d'attention, c'est quand les femmes, les hommes viennent avec leur bébé à répétition pour des multiples plaintes somatiques. Le RGO, les troubles du sommeil, l'irritabilité de l'enfant. Il faut toujours aller rechercher du côté de la santé mentale des parents. Les facteurs de risque, Nolwenn l'a déjà évoqué, je voulais insister sur la dépression anténatale comme facteur de risque premier de dépression du postpartum. Et puis après, il y a l'accouchement traumatique et autres, mais je vais passer dessus rapidement. Enfin, un mot sur les dépressions paternelles. Je vous l'ai dit, c'est tout aussi fréquent, enfin, c'est pas tout aussi fréquent, mais c'est très fréquent, et c'est aussi un problème de santé publique. Et on retrouve la même question, des symptômes qui sont atypiques, mal identifiés, qui sont beaucoup dans ce qu'on appelle les conduites ordaliques, les conduites à risque, consommer de l'alcool, sortir et autres. Et il y a des études qui montrent que la dépression paternelle a aussi des conséquences sur le développement de l'enfant. Enfin, soins et prise en charge, je vois qu'il est 13 minutes 21, j'ai dépassé, mais je finis. Ce sur quoi je veux insister, c'est que les dépressions du postpartum, c'est un problème de santé publique par tout ce que j'ai évoqué, mais en fait, quand on l'identifie, c'est assez simple à prendre en charge. Ça repose sur une attention au sujet, à l'interaction parent-enfant. Il faut prendre en charge les deux aspects, et c'est d'abord un soin de la relation. Et déjà, identifier la symptomatologie, dire « on va s'occuper de vous », c'est déjà un premier pas. Il arrive, et ce n'est pas rare du tout qu'on utilise des traitements antidépresseurs, mais ils doivent être couplés à un accompagnement psychologique, voire psychothérapeutique, qui prend en compte l'adulte et la relation en construction avec l'enfant. Voilà, et je vais conclure, quand même, oui, je suis allé... En conclusion, c'est un enjeu de santé publique. L'important, c'est qu'on se sente tous concernés et savoir comment les réseaux sont construits. La psychiatrie périnatale se développe sur le territoire depuis 5 ans, avec une offre de soins graduée, de consultations, de soins plus spécialisés avec les hôpitaux de jour, les unités parents-bébés temps plein. Donc, on a plus de ressources aujourd'hui pour accompagner les familles. Pour cela, il est important de mettre en place des logiques de dépistage communs, parce que la clinique nous égare et certains travaux ont montré que quand on interroge, par exemple, une PMI sur le nombre de femmes déprimées dans leur population, pareil, ils identifient seulement la moitié. Donc il faut avoir des outils de dépistage bien en place et bien structurés qu'on sait utiliser. Et enfin, l'importance du travail en réseau. On dépiste si on sait comment orienter, comment accompagner les personnes dont on a la charge.
Voilà, merci à vous.